Bonjour à tous, ici Zapan. Voici donc 4 vidéos pour découvrir le monde de la rétro-ingénierie logicielle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la rétro-ingénierie logicielle? Bien admettons que vous devez étudier un logiciel, sans ses sources. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre solution que de faire de la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que pour analyser le logiciel, vous allez avoir besoin d'outils comme des désassembleurs ou des décompilateurs pour comprendre le fonctionnement de ce logiciel. Je baserai donc ce cours sur l'analyse d'un MMORPG nommé Astonia. Donc du coup, l'objectif ultime de ce cours, ça serait de créer un client qui va pouvoir faire tout ce que l'on veut. Mais pourquoi étudier un MMORPG? C'est quand même, a priori, pas le premier truc qu'on pourrait faire en rétro-ingénierie. C'est déjà d'abord un exemple quand même assez ludique. Ensuite, c'est quand même un exemple riche qui va nous permettre de découvrir plusieurs mécanismes propres à la rétro-ingénierie logicielle. Et le résultat de notre étude, comprenez le client qui va permettre de communiquer avec le serveur mais qui va faire ce que l'on veut, autrement dit un bot, possède des fonctionnalités que l'on ne peut pas reproduire avec d'autres outils. En fait, la rétro-ingénierie permet d'apporter des solutions uniques, et ce cours a pour but de vous introduire dans ce merveilleux monde. J'aimerais tout de même préciser que ce cours ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à des gens qui sont un petit peu initiés au monde de l'informatique, c'est-à-dire que vous devez déjà maîtriser au moins un langage informatique. En plus de cela, pour comprendre le cours que je vais faire, il va falloir que vous sachiez lire un minimum l'assembleur. Si vous connaissez déjà un langage informatique, c'est très bien, et vous allez pouvoir suivre ce cours dans pas très longtemps. Pour cela, il vous suffira juste de lire le petit article que je vous ai fourni dans la description de la vidéo, qui a été rédigé par Damon, et qui vous explique toutes les bases nécessaires pour comprendre l'assembleur. Sur ce, le cours qui est décomposé en 5 parties va pouvoir commencer, et je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette première partie, on va faire une rapide présentation des logiciels qu'on va utiliser au cours de cette vidéo. Vous pouvez tout de suite télécharger, grâce à un lien qui est disponible dans la description de la vidéo, un petit package qui contient pas mal de logiciels qui sont très utiles pour la rétro-ingénierie. Nous, on va en utiliser que 3. Alors, tout d'abord, on va utiliser WPE Pro. Est très utile pour intercepter, donc pour le dire de manière succincte, la communication entre le serveur et le client. C'est ce qui va nous permettre d'étudier cette communication pour pouvoir la simuler ensuite. Ensuite, on va utiliser Holy Debugger. Holy Debugger, c'est vraiment le fer de lance de la rétro-ingénierie sur Windows, dans la mesure où il va permettre de désassembler le client que l'on va télécharger, et ça va nous permettre, si vous voulez, d'étudier la fonctionnalité, les subtilités, comment le développeur a pensé le client pour pouvoir simuler le nôtre. Donc vraiment, il est très utile, et puis c'est vraiment un très bon logiciel qu'on va utiliser tout au long de la vidéo. Et enfin, on va utiliser un éditeur hexadécimal, donc WinX, qui va nous permettre donc de traiter avec du contenu formaté de manière hexadécimale, donc en base 16, qui est assez utile dans la mesure où il va nous permettre d'importer du contenu directement formaté dans notre langage qu'on utilise dans cette vidéo, c'est-à-dire le C. Donc maintenant qu'on a fait une présentation de ces 3 logiciels que l'on va utiliser, on va faire une présentation rapide de Astonia. Donc Astonia version 3.5 est un jeu qui est assez vieux puisqu'il date de novembre 1997. Il a été développé principalement par 2 types qui s'appellent Marcus Röder et Daniel Backhaus. Et il a été développé tout au long de ces années jusqu'en 2007 pour aboutir à une version finale, disons, qui est la version 3.5. On va tout de suite créer un compte et on remarque tout de suite que créer un compte pour accéder à du contenu Astonia, c'est très simple. Il n'y a pas de captcha, il n'y a rien à signer, il suffit juste de donner son adresse email. Donc en accédant ensuite à mon mail que j'ai créé pour l'occasion, je vais valider mon compte, et encore une fois, on observe qu'il n'y a rien à valider. Après avoir retrouvé toutes les informations nécessaires pour accéder au compte, je vais changer de mot de passe et vous le donner puisqu'on va s'en servir tout au long de cette vidéo et créer un nouveau personnage. Donc je vais tout d'abord changer le mot de passe. Le mot de passe, c'est pas très compliqué, je vais l'appeler mot de passe. Le mot de passe est mis à jour. Maintenant, je vais créer un nouveau personnage que je vais appeler Mordred. Et voilà.
Il est maintenant temps d'installer Astonia, le client. J'ai déjà téléchargé l'installateur. Tout de suite, on voit qu'il n'y a pas vraiment de prérequis, il n'y a rien à signer. Alors de ce côté-là, on peut dire qu'on est tranquille. Bon, évidemment, on va pas tout de suite s'attaquer à la partie vraiment technique du sujet. On va d'abord un petit peu tâter la bête. On va voilà, on va accéder à Astonia et puis on va s'amuser à regarder comment ça peut fonctionner a priori. Là, je vais accéder à mon compte. Donc encore une fois, un mot de passe. Et voilà, nous sommes sur Astonia. C'est un jeu assez rudimentaire, bon, pour ma part que je trouve assez joli, étant assez fan de l'univers de Baldur's Gate, etc. Et on voit que on se déplace en cliquant sur des cases. C'est pas vraiment un jeu qui se joue avec les touches fléchées. On peut utiliser une petite torche. On se déplace, il y a des quêtes, il y a des options, il y a une aide aussi qui nous permet d'obtenir certaines informations. On peut aussi avoir le temps qui fait, enfin, du serveur plutôt. Donc on peut faire des échanges avec les marchands en tapant seulement le nom du marchand et trade. Et puis on a une petite boutique qui s'ouvre et puis on peut faire des différents achats. Donc on va entamer notre premier combat avec un ours bébé. On va essayer de s'en tirer. Donc a priori il n'y a rien à faire de spécial. Donc contrôle pour attaquer, on peut faire un cri de guerre pour l'étourdir, voilà, mais le cri de guerre j'ai l'impression qu'il se fait de manière automatique. On peut aussi ramasser des objets après avoir tué un monstre. Bon là en l'occurrence on va ramasser une dent d'ours ou une griffe. Donc là visiblement on voit pratiquement plus rien, c'est assez rigolo. Maintenant si on utilise la torche, voilà, tout de suite c'est plus pratique. Donc on va pas s'éterniser sur le gameplay du jeu, on a notre premier aperçu. Maintenant on va passer directement à la deuxième partie. Donc la deuxième partie qui consiste à étudier la communication entre le serveur, donc c'est-à-dire le programme qui est sur un ordinateur à distance qui va gérer tous les joueurs, et le client qui est par exemple moi qui utilise un programme client qui va discuter avec le serveur. Dans cette deuxième partie, on va commencer à étudier la communication entre le client et le serveur à l'aide du logiciel WPE Pro. Il faut bien comprendre que ici, on va faire beaucoup d'inférences. Ça veut dire que le contenu brut qu'on va obtenir, on va pas du tout comprendre vraiment de quoi il nous parle au début. Et en essayant d'inférer un petit peu, en essayant de s'appuyer sur notre propre culture générale, sur le réseau, sur les communications entre clients et serveurs, on va arriver petit à petit à essayer de déduire une communication entre donc le client et le serveur du jeu Astonia. En haut, j'ai ouvert une petite page bloc-notes qui va nous permettre justement d'annoter toutes les étapes de notre supposée communication, et WPE Pro va nous permettre justement de récupérer ces communications, et ensuite on va lancer Astonia. Donc pour attacher WPE Pro à Astonia, on va cliquer sur le bouton Target Programme puis sélectionner le client. Alors une remarque judicieuse, ça serait de dire oui, mais entre l'intervalle de temps où on a justement sélectionné et puis attaché WPE Pro à Astonia, le client aurait très bien pu faire des requêtes au serveur sans qu'on s'en rende compte. C'est vrai. Et on va se rendre compte justement plus tard que ce n'est pas le cas avec une technique que je décrirai donc un petit peu après. Donc on a notre client et puis on va se connecter, puis on va essayer de comprendre comment fonctionne la communication entre Astonia et le serveur. Je tape mon mot de passe. Donc après qu'on ait lancé Astonia, on remarque que le compteur de paquets s'active. Et effectivement, quand on se déplace, il s'active d'autant plus vite. On peut aussi avoir un autre point de vue sur le compteur justement, et un point de vue que je dirais plus intéressant.
En fait, là, on voit 4 fonctions. On voit la fonction send, la fonction send to, receive, receive from. En fait, ces 4 fonctions sont les seules fonctions disponibles sur Windows, bon, généralement, pour se connecter justement sur le réseau. Et on remarque que eh bien, le client Astonia n'utilise que 2 fonctions. Elle utilise les 2 fonctions en fait standard, send et receive. Maintenant qu'on a généré assez de paquets, enfin plutôt que le client a généré assez de paquets, on va pouvoir arrêter de enregistrer, si vous voulez, de s'interposer dans la communication pour pouvoir récupérer les paquets. Donc on va analyser ces paquets. Le premier paquet a été envoyé par notre client. Il a envoyé visiblement notre login sur 40 bytes. Ok, intéressant. Ensuite, le client semble envoyer une chaîne qui n'est pas spécialement humainement lisible. On ne sait pas vraiment encore ce que c'est. Donc, le client envoie une chaîne de bytes dont on ne sait pas vraiment en quoi elle consiste. Ensuite, le client semble envoyer une requête avec un byte 1. Bon, c'est pas très intéressant comme requête. On verra si après un essai suivant, le client envoie toujours la même requête. Probablement que le client va envoyer toujours les mêmes requêtes à chaque connexion. Et enfin, le client envoie encore une autre requête et à nouveau, on ne sait pas vraiment à quoi cela peut correspondre. Maintenant, on va continuer et là, on voit, ça y est, au bout de 4 requêtes envoyées par le client, le serveur répond. Donc là, on imagine que le serveur envoie une réponse plutôt positive vu qu'on a réussi à se connecter. Ensuite, le serveur envoie encore une autre réponse et puis il semble envoyer souvent ces caractères, donc des arrobases qui ont pour valeur hexadécimale 40, qui ferait office de padding, autrement dit de rembourrage. C'est ce qui permet, bon pour l'instant on ne sait pas encore trop, mais probablement de faciliter une communication. Après avoir étudié les requêtes qui ont été envoyées par le serveur, on va se réintéresser à nouveau aux requêtes qui sont envoyées par le client. Alors, le client lui aussi envoie régulièrement des requêtes. C'est des petites requêtes donc, qui tiennent en 5 bytes et qui commencent toujours par 21. Maintenant, quelle est la différence entre ces différentes requêtes? On observe qu'il y a une évolution, un petit peu comme une sorte de compteur. En fait, on peut imaginer à ce stade que ces requêtes servent de vérification, sont presque obligatoires pour dire au serveur je suis toujours connecté, me déconnecte pas, je suis toujours présent. Donc la question c'est comment est-ce que le client arrive à générer ces requêtes, parce que du coup c'est quand même vraiment indispensable, dans la mesure où si notre client à nous qu'on va produire n'est pas capable de générer correctement ces requêtes, eh bien notre client n'arrivera jamais à maintenir une connexion persistante. Il faut arriver à comprendre comment est-ce que sont générées ces requêtes. Ensuite, on va revenir une dernière fois sur les requêtes envoyées par le serveur. On voit qu'en fait, à partir d'un certain moment, la plupart des requêtes qui sont envoyées par le serveur sont vraiment humainement incompréhensibles. Alors là, on commence à être devant plusieurs hypothèses. Soit les requêtes renvoyées par le serveur sont chiffrées ou cryptées. Soit les requêtes renvoyées par le serveur sont compressées. Bah oui, ça serait plutôt logique parce que le serveur qui doit renvoyer pas mal de requêtes à tout le monde ferait évidemment mieux de compresser ces données et puis que ce soit au client de la décompresser. C'est pas très long de décompresser des données, surtout quand elles sont aussi petites, donc ça peut être rentable pour le serveur. Et une troisième hypothèse, c'est que le serveur s'amuse à chiffrer ces données et en plus les compresse. Donc si vous voulez, c'est quand même ça qui est bien avec la rétro-ingénierie, c'est que on est un petit peu à la place d'un détective, on doit arriver à se mettre dans la tête d'un développeur pour essayer de comprendre, si vous voulez, son raisonnement.
Et donc du coup, bah voilà, la rétro-ingénierie, c'est véritablement un jeu de pistes, un jeu d'hypothèses, un jeu où on doit essayer de deviner, essayer de comprendre par inférence, et ensuite seulement, après qu'on a essayé, voilà, on a bien réfléchi autour du problème, on va pouvoir étudier la chose de manière, si j'ose dire, encore plus concrète, mais du coup avec des directives, parce que faut bien comprendre que dans la rétro-ingénierie, si vous commencez à ouvrir votre désassembleur, donc on verra un peu après ce que c'est, si vous commencez à directement aller creuser, si vous voulez, dans le client, ben vous savez pas par où commencer. Et l'avantage, si vous voulez, de faire ce petit raisonnement sur, bon, par exemple, j'ai fait ça sur WPE Pro, ça vous permet de savoir d'entrée de jeu où aller chercher. Et voilà, c'est ça qui est génial dans la rétro-ingénierie. Donc avant de commencer la troisième partie, je vais vous montrer une dernière application que l'on peut faire avec WPE Pro, qui est à la fois assez marrante à faire et puis aussi instructive sur la communication entre le serveur et le client. On va à nouveau ouvrir un client et on va attacher WPE Pro à ce client. Puis on va démarrer, si vous voulez, le hook. Alors là, on arrive à nouveau sur le serveur et on va essayer de générer à l'aide de WPE Pro une requête qui va permettre de déplacer le personnage sans que nous intervenions avec la souris. Vous allez voir, c'est possible et pas forcément très compliqué à faire. Donc vous voyez, mon objectif, ça va être d'envoyer le personnage sur le bord de ce carré bleu. Si je clique droit sur ce carré bleu, j'obtiens ces coordonnées qui sont très utiles donc pour ce qu'on va faire maintenant, mais qui vont être aussi très utiles pour la suite. Donc maintenant, mon but c'est de savoir mais à quoi peut bien ressembler une requête pour se déplacer à un endroit. Alors on va envoyer plein de requêtes pour se déplacer à un endroit fixe, par exemple en bas. Donc je clique plein de fois. Et puis je vais regarder la coordonnée qui appartient à ce point fixe. Et enfin, je vais essayer du coup de récupérer cette adresse, ces coordonnées dans WPE Pro. Donc j'arrête la communication et je vais chercher les multiples requêtes. Alors, a priori, ce n'est pas une requête qui commence par 21, parce que 21, ça serait une requête de présence. C'est peut-être une requête qui commence par 02. D'ailleurs, à 02, on observe quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a deux valeurs qui peuvent être les coordonnées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez justement des coordonnées qu'on avait. On avait 140 et 178. Alors, à moins que vous soyez assez fort en calcul mental, bon, on ne peut pas deviner que 8C et B2, ça soit exactement ces valeurs. Alors, on va utiliser la calculette de Windows, qui fait les choses très bien. Alors, on va écrire la valeur 8C, ça correspond à 140. Et B2, ça correspond à 178. C'est exactement la valeur qu'on cherchait. En fait, si vous voulez, c'est cette requête-là qui est envoyée au serveur pour dire, en gros, je veux aller à cet endroit-là. Donc on va essayer, en fait, nous, avec l'aide de WPE Pro, d'envoyer une requête au serveur pour lui dire, en fait, moi je veux aller là. Notre objectif, c'est d'aller ici, 125, 178. Donc 7D et B2. On va ajouter à cette requête à notre liste de requêtes. Vous allez voir. Donc à ce moment-là, on a une nouvelle requête qu'on va appeler déplacement et que l'on va modifier. B2, c'est parfait. Alors maintenant, vous voyez que si je fais play, ils veulent une information sur l'identifiant de la socket. Pour récupérer cet identifiant, il y a plusieurs façons, mais la façon la plus simple, ça serait de prendre une requête qui a déjà été envoyée, de faire clic droit dessus et puis de mettre set send list with socket ID. Donc ça permet en fait, si vous voulez, de récupérer l'idée de la socket. Ainsi, quand on fait play, tac, on a récupéré directement le socket ID.
je vais envoyer justement cette requête et on va voir. Tac. Et notre personnage se déplace tout seul. Donc WPE Pro est finalement assez utile. On pourrait presque s'amuser déjà à faire un petit bot avec WPE Pro. Mais bon, ça serait pas très pratique parce que bon, WPE Pro nous propose, si vous voulez, une suite de macros hein, qu'on peut paramétrer avec un petit timer, le nombre de fois où on va envoyer la requête, etc. Et voilà, nous on veut faire mieux. Mais c'est déjà quand même une première piste. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette fonctionnalité de WPE Pro.